Bonjour à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui, dans le cadre des webinaires de l'Institut nordique du Québec, nous recevons Guillaume Delafontaine, chercheur et professeur de biologie à l'Université du Québec à Rimouski. Guillaume Delafontaine est également le titulaire de la chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique. Aujourd'hui, il nous offre une présentation intitulée La dynamique éco-évolutive de la flore arcto-boréale dans des écosystèmes en mutation. La présentation durera environ 45 minutes et sera suivie, comme d'habitude, par une période de questions à laquelle vous êtes évidemment encouragés à participer. Enfin, j'aimerais remercier au nom de toute l'équipe INQ M. Lafontaine d'avoir accepté notre invitation. Je lui cède dès maintenant la parole et vous souhaite à tous un excellent webinaire. Alors merci d'être présent. Merci pour l'invitation également. Alors, j'espère que je vous apprends rien si je vous parle de réchauffement climatique, de changement climatique. On sait que la planète est en changement, des changements globaux, ce qui est peut-être un peu moins connu, bien que la plupart des gens en ont quand même une compréhension sommaire, c'est qu'en fait, on est dans une ère de changement climatique, disons plus naturel, depuis 2,6 millions d'années, hein, dans le Quaternaire, qui est l'ère des aires glaciaires, des aires glaciaires et interglaciaires, donc qui se remplacent de manière cyclique depuis 2,6 millions d'années. On voit ici un zoom sur les 800 000 dernières années. Donc, les changements climatiques ne sont pas sans précédent. Si maintenant on regarde plus précisément la dernière période glaciaire, on voit ici que la dernière période glaciaire qui a eu lieu environ là, entre 115 000 ans et 12 000 ans avant aujourd'hui. Donc, c'est loin d'être une période stable climatiquement. On parle souvent des événements qui sont assez récurrents, là, des événements de réchauffement très abrupts. Hein, vous voyez, là, il y en a un peu partout tout au long de la période glaciaire, des réchauffements abrupts suivis de refroidissements plus lents. Alors, les réchauffements abrupts ne sont pas non plus quelque chose de complètement inusité pour les organismes terrestres. Et donc, maintenant, si on regarde notre période actuelle, qui est un interglaciaire, donc l'Holocène, depuis environ 12 000 ans, 11 500 ans, c'est une période qui est relativement stable climatiquement, bien qu'on observe quand même qu'il y a eu un optimum climatique Holocène, donc qui s'est terminé vers 6 000, 5 000 ans avant aujourd'hui. Puis depuis ce temps-là, on était inexorablement dans un refroidissement, si ce n'est du réchauffement climatique actuel, qui est celui-ci d'origine anthropique. Maintenant, généralement, les organismes ou les populations d'organismes peuvent répondre au changement climatique. On reconnaît trois grandes réponses pour les populations. Elles peuvent soit s'éteindre, donc être extirpées localement de leur habitat, de leur environnement. Elles peuvent soit migrer, ça paraît un peu contre-intuitif, je montre des épinettes ou des conifères qui migrent. En fait, on ne parle pas ici de migration saisonnière, mais bien de déplacement d'une aire de répartition, donc via les propagules, les graines dans ce cas-ci. Ou alors, elles peuvent s'adapter localement. On parle ici d'adaptation évolutive, donc entraînée par la sélection naturelle. Donc, adaptation locale des populations au nouvel environnement. Qu'est-ce qu'on connaît de ces réponses-là par rapport aux changements climatiques du passé? Hein? J'ai commencé par vous parler du fait que les changements climatiques ne sont pas sans précédent. Maintenant, on devrait, à ce moment-là, avec des études rétrospectives, arriver à comprendre un peu mieux ce qui s'est passé pour la faune et la flore passée. Alors, on sait qu'il y a eu des extinctions massives de la mégafaune du Quaternaire, dont vous voyez ici des illustrations d'artistes, donc entre 50 000 ans et 11 000 ans avant aujourd'hui. Ceci dit, c'est hautement débattu et je n'ai pas de réponse à vous donner aujourd'hui, à savoir, est-ce que les causes sont strictement d'origine due au changement climatique ou à la surchasse? Sachant que ça ne prend pas nécessairement une grande pression de chasse pour arriver à une surchasse quand on parle de grands mammifères qui ont atteint ces tailles-là particulières parce que finalement, dans la nature, ça leur permet d'avoir virtuellement peu ou pas de prédateurs. Et donc, l'arrivée de l'homme, de l'humain comme prédateur, finalement, fait une pression
sur la dynamique de ces populations-là et ça ne prend pas grand-chose, dans le fond, pour qu'elles deviennent mal adaptées et donc s'éteignent. Maintenant, bon, voilà, ça, on parle de grands mammifères, tout ça, qui ont eu une importance pour l'homme. Maintenant, euh, il y a plusieurs modèles publiés depuis le début des années 2000 qui sont publiés dans des revues assez prestigieuses qui prédisent des extinctions massives ici causées directement par l'effet des changements climatiques en cours. Maintenant, qu'est-ce que les études rétrospectives nous apprennent sur ces extinctions-là? En fait, au niveau des plantes qui sont peut-être moins ciblées qui ont été moins ciblées par les humains, eh bien, on connaît une seule extinction d'espèces végétales au Quaternaire tardif, donc selon les preuves fossiles. Et cette disparité-là entre ce que les modèles nous prédisent sur l'avenir et la connaissance qu'on a du passé, on appelle ça l'énigme quaternaire. Quaternary conundrum en anglais. Donc, si les extinctions ne sont pas si communes, alors qu'en est-il de la migration, notre deuxième grande réponse? Eh bien, initialement, on a été au fait de la migration des espèces par des enregistrements polyniques, c'est-à-dire qu'on récolte des carottes sédimentaires dans les lacs et on regarde à différentes profondeurs l'abondance relative des différentes espèces d'arbres par le nombre, la concentration en grains de pollen. Et lorsqu'on a plusieurs lacs à l'échelle du territoire, mais ça permet de faire des inférences ou de cartographier comme ce qu'on voit dans la petite animation en bas à droite, donc du changement, on fait des inférences sur la migration post-glaciaire, donc suite à la fonte du glacier, que vous voyez également sur la figure, des espèces. On a ici un exemple pour l'épinette, et selon les inférences polliniques, l'épinette aurait migré un rythme d'environ de plus de 400 mètres par année si on présume qu'il s'est réfugié là, dans le coin du nord de la Floride, de la Géorgie. Le hic, c'est que ces estimés, basés sur des inférences palynologiques, dépassent la capacité maximale de dissémination des espèces basée là, sur la biologie des espèces, qui, dans le cas de l'épinette, serait de moins de 100 mètres par année. Et donc, encore une fois, cette disparité-là, on appelle ça le paradoxe de Reed de la migration rapide des plantes. Donc, disparité entre la capacité de dissémination biologique des graines et les inférences basées sur les inférences initiales basées sur le pollen. Maintenant, depuis peut-être le début des années 2000, on emploie maintenant d'autres approches qu'on combine avec les données palynologiques, notamment la modélisation et des inférences basées sur des données de marqueurs génétiques. Donc, avec ces approches-là, on commençait à suggérer l'existence de refuges glaciaires cryptiques, cryptiques dans le sens où ils étaient cachés, on ne les voyait pas sur la base des inférences palynologiques. Donc, ces refuges glaciaires-là cryptiques, on a vu qu'il y avait des refuges comme ça qui étaient plus nordiques que ce que l'on croyait possible sur la base des inférences palynologiques, donc plus près des glaciers. Et donc, sur la base de ces refuges glaciaires cryptiques-là, on a pu réévaluer la vitesse de migration, notamment de l'épinette. Puis si on tient compte de l'existence de tels refuges glaciaires cryptiques, bien, on peut réviser le taux de migration autour de 40 mètres par année. Donc, ce qui est en deçà du 100 mètres par année possible sur la base biologique là, de la dissémination des graines. Et donc, ça permet en partie de résoudre le paradoxe de Reed. Bonne nouvelle pour la science, moins bonne nouvelle pour l'avenir, puisque la vélocité climatique attendue pour le biome boréal dans le contexte des changements climatiques actuels serait autour de 430 mètres par année. Donc, les espèces vont devoir migrer à cette vitesse-là pour suivre le changement climatique. Je vous invite, là, si vous avez un intérêt pour ça, j'ai participé à quelques contributions sur ces idées-là de migration post-glaciaire et l'existence de refuges glaciaires cryptiques, notamment en utilisant les approches de modélisation rétrospective, la génétique des populations, combinées avec des preuves fossiles, donc vraiment des études intégratives. Et bon, j'ai eu la chance de travailler sur différentes espèces
sur plusieurs continents. Donc ça reste un patron qui est assez généralisé. Maintenant, les refuges glaciaires cryptiques. L'existence des refuges glaciaires cryptiques, ça a quelques implications. Premièrement, on l'a dit, les populations naturelles risquent de ne pas être en mesure de suivre la vélocité des changements climatiques contemporains. On y reviendra plus tard. Et ça souligne aussi la grande capacité des populations à persister localement malgré un environnement climatique régional qui semble adverse. Et cette persistance locale-là, ben, ça nous amène finalement à notre troisième grande réponse des espèces au changement climatique, c'est-à-dire l'adaptation locale. Est-ce qu'il y a une adaptation des espèces au changement climatique qui leur permet d'avoir persisté localement dans des refuges cryptiques? Donc, qu'est-ce qu'on connaît de l'adaptation des populations au changement climatique historique? Ben, virtuellement rien. Les raisons sont assez simples. En fait, on n'avait pas nécessairement le type de données pour étudier ça. On n'avait pas non plus le cadre conceptuel pour étudier ça. Je propose ici de vous parler d'une étude que j'ai effectuée sur l'épinette blanche en Alaska qui pourrait suggérer une importance de l'adaptation aux conditions du maximum glaciaire. Alors, on va passer ensemble à travers cette étude-là. Donc, on a échantillonné à peu près 70 populations dans lesquelles on a échantillonné environ 15 à 30 individus. Et on a génotypé ces individus-là à 4205 marqueurs génétiques, un peu partout sur le génome. Et ces marqueurs génétiques-là, donc, sont variables. Donc, chaque marqueur correspond à un gène dont on connaît la fonction biologique. Alors, on va y revenir, ça va avoir une importance plus tard, vous allez voir. Donc, sur la base de ces 4205 gènes-là, on a identifié 5 lignées génétiques que vous voyez à l'écran, donc qui sont marquées par des couleurs différentes. Donc, il y en a une dans le nord de l'Alaska, une dans le sud-est de l'Alaska, une dans le bassin de la rivière Copper, une dans le golfe de Cook et une qu'on retrouve au Yukon, en vert. Maintenant, pour chacune de ces lignées génétiques-là, on a fait un modèle de probabilité de présence, donc un modèle de la répartition, un modèle de la probabilité de présence actuellement qu'on a projeté sur le paléoclimat au maximum glaciaire. Ça signifie qu'au final, on a une probabilité de présence sur le territoire pour chaque lignée au maximum glaciaire. C'est ce qu'on voit au panneau de droite. Au panneau de gauche, c'est la probabilité actuelle de présence de chaque lignée. Et à droite, c'est la projection sur le paléoclimat. Je pense immédiatement à la prochaine diapo qui vous montre, en fait, on voit en A les 5 lignées génétiques dont je vous ai parlé précédemment. En B, on a interpoler les données génétiques sur l'ensemble du territoire échantillonné. Et donc, ce que ça permet, c'est que, dans le fond, les endroits pour chaque couleur, les endroits qui sont les plus foncés, représentent, disons, on pourrait dire le cœur de la lignée génétique. Puis, les endroits où les couleurs deviennent plus diffuses, en fait, correspondent aux endroits où les lignées génétiques se seraient mélangées, où il y a un plus grand mélange génétique. En C, on a notre paléo-répartition modélisée, dont je vous ai parlé à la diapo précédente. Et en D, on a une espèce d'intégration de ces deux couches d'informations, donc où on a regardé, notre couche d'interpolation génétique qu'on a limitée dans le fond, aux endroits où c'était possible de retrouver l'espèce sur la base de la paléo-répartition modélisée. Et dans le fond, à partir de ça, on peut poser des inférences sur la localisation des refuges et des voies de migration post-glaciaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on retrouve finalement 4 refuges glaciaires en Alaska. Donc, un dans le nord de l'Alaska, un dans le sud-est de l'Alaska, un dans le bassin de la rivière Copper et un dans le golfe de Cook. Et il y aurait eu une expansion locale à régionale pour ces quatre populations glaciaires-là. Donc, alors que la lignée
qu'on observe au Yukon est plutôt une lignée recolonisée qui proviendrait d'un refuge glaciaire qui était situé au sud des glaciers, donc qui provient d'une migration à longue distance suite à la fonte du glacier. Alors que les quatre autres lignées ont vraiment persisté directement en Alaska. Maintenant, on a fait ce qu'on appelle des associations génotype-environnement, c'est-à-dire que dans le fond, on regarde pour chacun de nos 4000 gènes, 4205 gènes pour être exact, on regarde si on voit une association entre le génotype, donc le variant, hein, c'est un mot à la mode ces temps-ci, donc le variant génétique et l'environnement. Donc, dans un environnement, par exemple, un gène pourrait avoir une association entre ces différents variants et l'environnement. Et dans un autre environnement, il pourrait ne pas être associé à l'environnement. Donc, on parle alors de gène de neutralité. Donc, il n'y a pas de lien avec la sélection naturelle. Alors que lorsqu'une association, bien, on peut présumer, on peut penser qu'il pourrait avoir un rôle de la sélection naturelle et donc de l'adaptation à cet environnement. Et ce qu'on voit, dans le fond, c'est qu'on a retrouvé 168 gènes qui sont associés au climat glaciaire, 162 gènes qui sont associés au climat actuel et 41 gènes associés au climat des deux périodes. Tous les autres, les 4200, sont associés ni à une ni à l'autre des périodes. À titre d'exemple, ici, là, dans le golfe de Cook, vous voyez le gène en haut. Vous voyez, les gènes ils ont des noms un peu complexes, là, mais ce gène-ci, on voit qu'une association, donc les différents génotypes sont associés à différents climats pendant la période glaciaire. Par ailleurs, le même gène, si on le regarde par rapport au climat d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence significative entre les variants. À l'inverse, on a un autre gène ici qui, lui, montre le patron inverse, c'est-à-dire pas d'association au climat du passé, mais une association génétique environnement au climat d'aujourd'hui. Et donc, ça suggérerait potentiellement une adaptation aux conditions du maximum glaciaire. Donc, un variant peut être soumis à la sélection au maximum glaciaire, mais peut être neutre dans les conditions actuelles et vice-versa, avoir été neutre dans les conditions du maximum glaciaire, mais être soumis à la sélection, donc être adaptatif dans les conditions actuelles. Maintenant, si on regarde l'ontologie. Donc, la question qu'on pose avec cette analyse, c'est est-ce que les gènes qui sont associés au climat, qu'on a trouvés associés au climat, partagent des fonctions biologiques qui les distinguent de l'ensemble de nos 4200 quelques gènes testés? Bon, je ne vous demande pas d'apprendre la figure à droite, mais fiez-vous à moi, ce que signifie cette figure-là, c'est que les gènes associés au climat glaciaire, sont surreprésentés pour des fonctions biologiques davantage reliées à la réponse au stress abiotique et notamment beaucoup au stress hydrique. Et pour moi, ça fait beaucoup de sens parce qu'en Alaska, pendant la période glaciaire, en fait, il faisait certainement froid, mais il faisait particulièrement sec. Hein? L'eau disponible était sur la glace, sur le continent, dans le glacier, et donc il faisait particulièrement sec. Et donc, cette association-là avec le stress abiotique dans les réponses biologiques est quand même frappante. Par ailleurs, les gènes associés aux conditions actuelles sont davantage surreprésentés pour des fonctions biologiques reliées à la morphogénèse, au développement, à la reproduction, la phénologie, la croissance, la réponse au feu et la réponse aux pathogènes. On voit que dans un climat relaxé, moins stressant, les gènes sont davantage associés à des fonctions. Les gènes adaptatifs représentent mieux des fonctions reliées à la compétition et à la performance, donc dans un climat plus clément. Et donc, pour moi, ce n'est pas une preuve formelle d'adaptation aux conditions du maximum glaciaire, mais c'est quand même une façon qui suggère qu'il pourrait y avoir effectivement adaptation à ces conditions-là du passé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, voici d'autres contributions sur le rôle de l'adaptation locale aux conditions climatiques, notamment sur l'épinette noire, encore une fois en Alaska, où on a
regardé l'adaptation de l'épinette noire au régime hydrique. Donc, en Alaska, il y a un fort gradient entre la côte et l'intérieur, la côte qui est humide et l'intérieur qui est très sec. Et ici, un chêne sempervirent en Chine, où on a regardé la capacité d'adaptation de deux lignées génétiques face aux conditions futures modélisées par les modèles du GIEC. Et on voit que cette espèce de chêne, Quercus aquifoliaedes, dans la lignée tibétaine, et ça va être beaucoup plus susceptible au changement climatique que la lignée du Sichuan. Alors, voilà. Et maintenant, on a parlé des adaptations ou des réponses de nos espèces aux conditions du Quaternaire. Et les études en cours à la chaire de recherche maintenant se posent la question sur qu'en est-il de ces réponses-là dans un contexte en changement actuellement. Et donc, on a ici, on reprend notre idée, là, on a une aire de répartition d'une espèce dans l'hémisphère nord, donc ça peut être une espèce arctique, une espèce boréale, donc où on a l'ensemble de l'aire de répartition, donc du sud vers le nord, et dans un monde en changement, nos réponses de migration, d'extinction et d'adaptation, ben, on présume qu'elles vont être exacerbées aux marges des aires de répartition. Donc, je commence ici, puisque c'est les premiers projets qu'on a fait à la chaire, par vous parler de ces réponses-là à la marge sud d'une aire de répartition. Donc, la limite sud, c'est effectivement la marge chaude d'une aire de répartition. Donc, dans un contexte de réchauffement, c'est potentiellement cette marge, cette limite, qui est la plus directement menacée par un réchauffement succédant, menacée d'extinction, j'entends. Par ailleurs, les conditions environnementales marginales qu'on retrouve à la limite sud sont amenées à se généraliser dans le biome boréal avec un réchauffement. Et donc, si on comprend bien la dynamique éco-évolutive, écologique et évolutive, et l'interaction entre l'écologie et l'évolution, donc la dynamique éco-évolutive, qui assure le maintien à long terme des populations périphériques à la limite sud, bien, ça va permettre de mieux anticiper les mécanismes de la résilience de la flore nordique face à un réchauffement du climat. Donc, je prends ici à témoin le pin gris, qui est une espèce transcontinentale, boréale, qui va de l'est des Rocheuses jusqu'à la Nouvelle-Écosse. Typiquement, le pin gris, c'est une espèce dite pyrrhissante obligatoire. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que cette espèce-là, lorsqu'elle arrive à maturité, elle porte des cônes sérotineux. Les cônes sérotineux, ça signifie que lorsque l'espèce arrive à maturité, pas l'espèce, lorsque le cône, la graine à l'intérieur du cône arrive à maturité, elle n'est pas libérée d'emblée par le cône, par la structure, par le fruit. Donc, la graine reste mature à l'intérieur du cône, ce qui fait une banque de graines dans la couronne de l'arbre. Et donc, cette fermeture du cône est assurée par une couche de résine, de cire, qui peut fondre à la chaleur d'un feu. Et donc, ça va permettre, subséquemment à la présence d'un feu, d'ouvrir la structure, le cône, et donc de libérer les graines, ce qui permet d'avoir une nouvelle génération. Donc, les arbres matures, les arbres adultes meurent par le feu. Mais on a toute une génération, une régénération d'une seule cohorte d'arbres qui proviennent de la libération spontanée des graines par le feu. Et donc, cette cohorte-là, le pin gris est une espèce sensible à la compétition. Et donc, cette cohorte-là va croître, les arbres vont tous avoir le même âge. Et en pratique, normalement, dans une forêt de pin gris, il va y avoir un autre feu éventuellement. Et en absence de cet autre feu, bien, la population, le peuplement va être remplacé par des espèces plus compétitives comme le sapin ou l'épinette. Donc, on estime, selon les modèles, que ça prend environ 220 ans pour qu'un peuplement de pin gris soit complètement remplacé par des espèces plus compétitrices.
Maintenant, je vous amène avec moi au Bas-Saint-Laurent, donc où on trouve la limite sud du pin gris au Québec. On retrouve notamment ces peuplements de pin gris sur, je ne sais pas pour ceux qui sont déjà passés au Bas-Saint-Laurent, donc on les retrouve particulièrement sur les Monadnocks, les Cabourons, donc des petits îlots rocheux, donc c'est des populations qui sont sur sol relativement mince. Isolées les unes des autres. Et à cet effet, on a regardé sur la carte éco-forestière du Québec, donc quelques petites statistiques ici sur les peuplements marginaux du Bas-Saint-Laurent. Donc, par rapport au peuplement, on a fait une espèce de transect comme ça qui part du Bas-Saint-Laurent puis qui va jusqu'au sud du réservoir Manicouagan. Donc, par rapport au peuplement du biome boréal, les peuplements de la limite sud sont moins présents dans le paysage, donc ils occupent un moins grand pourcentage du paysage. Ils sont beaucoup plus petits, hein, la superficie de chaque peuplement est beaucoup plus petite, et ils sont plus isolés les uns des autres, ce qui montre bien qu'on est ici dans des populations périphériques. Ça nous indique bien cette notion de population périphérique à la marge d'une aire de répartition. Maintenant, si on regarde au niveau de l'environnement, mais par rapport au biome boréal, ici donc au nord du Saint-Laurent, le régime de feu des 50 dernières années au Bas-Saint-Laurent est beaucoup moins fréquent et est exclusivement d'origine anthropique. Donc, virtuellement aucun feu naturel dans les 50 dernières années. Et donc, on est dans des conditions environnementales marginales pour le pin gris. Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire du pin gris? Ben, si on regarde une étude de Pierre Richard en 1980, qui a été publiée en 1992, ils ont étudié 3 lacs dans la région du Bas-Saint-Laurent et on voit ici, c'est le spectre pollinique du pin gris. Donc, on voit l'abondance du pollen de pin gris en noir dans le temps. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une présence régionale du pin gris au début de l'Holocène, donc, et suivi d'un déclin partout, dans tous les sites, vers 10 000 ans avant aujourd'hui. Et c'est intéressant de constater que dans leur étude des pollens, ils ont aussi récolté les micro-charbons, donc vraiment les micro-charbons qui sont déposés dans les sédiments lacustres. Et on voit qu'il y a une bonne synchronicité entre la présence du pin gris sur le territoire et la présence des feux, qui est illustrée qui est représentée par la présence de charbon, finalement. Plus il y a de charbon, plus il y a de feu dans les lacs. Maintenant, d'accord, on voit qu'il y a un déclin, qu'il n'y a à peu près plus de pin gris dans la région depuis 10 000 ans. Sauf qu'on trouve des peuplements de pin gris isolés dans la région. Et donc, on a fait, nous, une approche en fait, Romain, dans sa maîtrise, fait une approche paléoécologique où il regarde les charbons macrofossiles du sol. Donc, macrofossiles, ça signifie que c'est des charbons qui ont plus de 2 mm de diamètre. Ces charbons-là sont brûlés sur place, déposés sur place et ils ne se déplacent pas très, très loin du site. Normalement, ils restent dans la région où ils ont brûlé parce que c'est des macrofossiles, sont d'une grande taille et donc ils ne sont pas transportés par le vent ou par l'eau. Et cette approche-là permet, en fait, ces charbons-là, on peut les identifier à l'espèce, on peut les dater au radiocarbone, carbone 14, et ça permet une reconstruction locale de la végétation et des feux, donc à l'échelle de chaque site. Et donc, ici, on a les données qui proviennent de 4 sites. C'est des données préliminaires. Romain est en train de faire sa maîtrise. Donc, il a observé une présence locale de pin gris dans les sites vraiment ponctuellement dans les sites de la marge sud depuis au moins 7000 ans avant aujourd'hui. Donc, on se rattache quand même sur une très longue période à ce qui est considéré comme une virtuelle absence du pin gris selon les spectres polliniques. Par ailleurs, sur chaque site qu'on a échantillonné, les régimes de feu local semblait insuffisant pour maintenir du pin gris. Donc, on a des feux qui surviennent à plus de 220 ans. On n'a pas trouvé de charbon qui était assez rapproché sur les sites pour
pour inférer des feux à un intervalle suffisant, ou du pain gris du moins à un intervalle de moins de 220 ans, ce qui suggère une capacité de se maintenir en absence du régime de feu habituel pour l'espèce. Donc, on a regardé s'il pouvait y avoir une variabilité dans le sérotinisme, donc une variabilité entre les populations à l'intérieur de l'espèce. Quant au sérotinisme, sérotinisme, je rappelle, c'est la capacité de garder les cônes fermés. Et donc, une variation du sérotinisme et un rôle éventuel dans la dynamique écologique qui permettrait un maintien de l'espèce. Alors, on a regardé des peuplements le long du transect que vous voyez à l'écran, donc en violet, pour tout ce chapitre, si on veut, en violet, c'est les populations marginales et en jaune, des populations boréales. Et ce qu'on voit en A ici, c'est que les arbres de la marge sud, donc du Bas-Saint-Laurent, sont moins sérotineux que les arbres en milieu boréal et donc qui ont cette capacité d'ouvrir les cônes à maturité. Par contre, on observe ici, on regarde la variabilité du sérotinisme et donc une plus grande variabilité du sérotinisme à la marge sud par rapport au milieu boréal. Et donc, il s'ensuit la troisième relation en C, où on observe une relation inverse très, très forte entre le degré de sérotinisme et la variabilité du sérotinisme. Ce que ça signifie, c'est que les arbres, lorsqu'on est dans une population, dans un peuplement sérotineux, eh bien, à peu près tous les arbres, tous les cônes de tous les arbres sont très sérotineux. Et lorsque le sérotinisme est plus faible, en fait, ce n'est pas tous les cônes de tous les arbres qui sont plus ouverts, mais il y a une plus grande variabilité. Certains arbres sont fermés, d'autres ont des cônes ouverts. Donc, ces résultats-là suggèrent une capacité de dissémination des graines en absence de feu à la marge sud et potentiellement une stratégie de minimisation des risques par cette grande variabilité-là dans un environnement qui est moins prédictible. Alors, voici de quoi ça peut avoir l'air sur le terrain. Donc, on a un cône ici typiquement de pin gris, un cône sérotineux, donc fermé à maturité. Et on a un cône ici ouvert. Vous voyez un cône, vous voyez ici la pousse annuelle. Donc, c'est un cône vraiment qui vient d'arriver à maturité et qui s'est ouvert immédiatement et donc a libéré ses graines. Maintenant, pour voir si cette variabilité-là du trait, du sérotinisme, avait un impact sur la démographie des populations, sur le maintien des populations, on a regardé les structures de taille. C'est quoi une structure de taille? En fait, pour la plupart d'entre vous connaissez les pyramides d'âge des populations humaines. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est vraiment une démographie. On regarde le nombre d'individus pour chaque classe de taille. Donc, dans un cas ici typique d'une forêt écuyenne, donc une forêt typique du pin gris dont je vous ai parlé au départ, donc où on a une seule cohorte qui croît après un feu, bien on va avoir peu d'arbres très vieux. On va avoir la plupart des arbres qui ont tous la même taille, pas nécessairement plus vieux, mais pas de gros arbres. La plupart des arbres vont avoir tous la même taille et il y aura très peu de petits arbres puisque normalement, les cônes ne peuvent pas s'ouvrir sans feu et donc il y a une virtuelle absence de régénération. Et ce type de courbe-là est représenté par différents coefficients d'une équation quadratique que je vais vous épargner ici. Par ailleurs, lorsqu'on tombe sur une forêt à l'équilibre, c'est souvent le cas, par exemple, d'une vieille érablière, donc on va souvent, à ce moment-là, observer une structure inéquuyenne. C'est une forêt à l'équilibre où, en fait, on a quelques vieux arbres et on a une régénération en continu, donc beaucoup de petits arbres, et donc une mortalité de ces arbres-là donc, au fur et à mesure qu'ils émergent, certains seulement vont être recrutés pour faire partie de la canopée et donc former les plus gros arbres. Donc, on a ici une structure à l'équilibre qui se maintient par elle-même dans le temps sans perturbation, avec une régénération continue. Donc, voici les résultats sur les structures de taille. Rapidement, ici, vous voyez en violet les peuplements à la limite sud et en jaune, les peuplements toujours le même cas, des peuplements boréaux. On voit que les sites à la limite sud ont plutôt une structure inéquuyenne, donc, je rappelle,
une structure à l'équilibre avec régénération continue, alors que les sites boréaux ont davantage une structure équilienne, donc une seule cohorte sans régénération. Et lorsqu'on fait la moyenne là, de tous les sites, ben, on voit que définitivement, il y a une structure en J inversée, donc inéquilienne pour les peuplements de la marge sud et une structure équilienne, donc une seule cohorte pour les peuplements boréaux. Aussi, on voit que cette structure-là inéquilienne arrive à se maintenir dans le temps puisque les peuplements de la marge sud sont en moyenne plus vieux que les peuplements échantillonnés au milieu boréal, dans le milieu boréal. Maintenant, les paramètres de la structure de taille, le coefficient quadratique, linéaire et l'intercept, sont significativement reliés au degré de sérotinisme du peuplement, ce qui signifie que la variabilité intraspécifique du sérotinisme qu'on a observé semble effectivement avoir un effet sur la démographie des peuplements et ça permettrait la persistance des peuplements à l'équilibre à la marge sud. Maintenant, on s'est posé la question, est-ce que d'autres facteurs peuvent influencer la variabilité du sérotinisme? Donc, on a regardé pour ça, on fait une approche écophysiologique. Dans la littérature, mais c'est principalement basé sur d'autres espèces, notamment Banksia en Australie, les portulacaceae en Afrique du Sud, certaines espèces de pins en Méditerranée, donc des régions qui passent fréquemment au feu, où les auteurs suggèrent que l'âge des cônes a une influence sur l'ouverture du cône. Donc, en fait, l'histoire, c'est que les cônes étant vieux, arrivent à une certaine sénescence et il n'y a plus de ressources allouées à ce cône-là. Et le cône finit par s'ouvrir, simplement de vieillesse, si on veut. Et on peut présumer qu'à ce moment-là, il libère des graines qui sont peu viables. Alors, on a vérifié, parce que la façon qu'on a calculé notre sérotinisme sur le terrain, en regardant la quantité de cônes ouverts versus fermés, en fait, ben, on s'est dit peut-être qu'on a un biais parce qu'on a regardé des vieux cônes à un endroit, puis donc, en fait, c'est la sénescence qui expliquerait le patron qu'on observe. Alors, pour s'assurer de ça, on vérifie l'âge des cônes. On regarde aussi si l'âge et la taille de l'arbre ont un effet sur l'ouverture des cônes, donc un effet de la maturité de l'arbre. Et il y a une autre raison qui pourrait permettre l'ouverture des cônes, en fait, qu'on ne retrouve pas nécessairement tant dans la littérature, mais plus dans la croyance, je dirais, populaire, du fait que la chaleur radiative, en fait, pourrait stimuler l'ouverture des cônes. Donc, à ce moment-là, les cônes sur les branches basses, plus près du sol, pourraient subir une chaleur radiative qui arrive du sol et donc qui serait suffisante pour ouvrir les cônes. Alors, on a vérifié ça. Notamment, on a fait des tests en laboratoire où Emmanuel a regardé l'ouverture des cônes à différentes températures, donc à quelle température les cônes commençaient à s'ouvrir. Et il a fait aussi des tests de germination pour évaluer la viabilité des cônes. Donc, pour bien suivre cette étude, donc, qui est la maîtrise à Emmanuel, donc, vous pouvez regarder, vous voyez que sur chaque figure, il y a 4 couleurs. Donc, en fait, chaque couleur correspond à un stade d'ouverture du cône. Donc, on reconnaît en rouge le début de l'ouverture, donc dès qu'une écaille qui ouvre. 25% d'ouvert en jaune, 50%, le cône est à 50% ouvert en bleu pâle et 75% ouvert en bleu foncé, donc à différentes températures. Vous pouvez suivre, là, effectivement, habituellement, vu qu'on suit le même cône dans un processus, bien, éventuellement, habituellement, les courbes se suivent assez bien, là, donc ça va être assez évident. Donc, ce qu'on observe en commençant, c'est qu'il n'y a pas d'effet de l'âge de l'arbre. Donc, a priori, il n'y a pas de lien avec la maturité de l'arbre pour ce qui est de l'ouverture du cône. On n'observe pas d'effet de hauteur de la branche sur le degré d'ouverture du cône. Bon, d'une part, ça s'est fait en laboratoire, donc
Lorsqu'on regarde la hauteur de la branche, une fois rendu en laboratoire, on regarde plutôt la température qui a été accumulée dans la vie du cône, si on veut. Est-ce qu'il y a un plus grand effet? On voit qu'il n'y a pas de lien avec la chaleur, la hauteur de la branche. Par ailleurs, on l'a fait aussi en milieu naturel. On a regardé sur le terrain, puis effectivement, les cônes dans les branches basses qui sont directement là, au niveau du sol, on ne porte pas des cônes qui sont nécessairement plus ouverts que ceux dans la voûte forestière. On observe un effet de la taille de l'arbre sur la température nécessaire pour ouvrir un cône. Donc, plus l'arbre est gros, plus la température pour ouvrir les cônes doit être élevée. Et je rappelle que cet effet-là est complètement indépendant de l'âge, parce qu'il n'y a pas d'effet entre l'âge et la capacité d'ouvrir les cônes. Et donc, on présume, ou enfin, on arrive à la conclusion, on pense qu'il y a un lien ici, que cette réalité-là sous-tend un lien entre la quantité de combustible et le régime de feu. Donc, plus il y a de combustible, plus l'arbre est gros, plus il y a de combustible. Et donc, plus à ce moment-là, il commence à y avoir de chances que si jamais il y a un feu, ben, il se répande dans le peuplement. Et donc, c'est une bonne chose que les arbres plus gros soient sérotineux, puisque on peut présumer que le feu s'en vient d'une certaine façon. Et donc, je pense que c'est une stratégie relativement commune à l'espèce et non pas nécessairement à une différence entre la marge sud et le milieu boréal. D'ailleurs, la relation fonctionne autant à la marge sud que dans le milieu boréal. Voici un résultat peut-être plus frappant pour nous. Donc, l'énergie nécessaire pour ouvrir le cône, donc la température auquel le cône s'ouvre, augmente avec l'âge du cône. Donc, c'est complètement l'inverse de ce qui était démontré dans la littérature pour d'autres espèces en Australie, en Afrique du Sud, en Méditerranée. Par contre, cette relation-là, on l'observe seulement à la limite sud, c'est-à-dire que au cœur boréal, il n'y a aucune relation entre la température et l'âge du cône. Donc, peu importe l'âge du cône, ça prend la même température pour ouvrir le cône. Par contre, à la marge sud, plus un cône vieillit, plus il devient sérotineux, plus il est difficile de l'ouvrir. On y revient. Donc, à la limite sud aussi, Emmanuelle a compté le nombre de graines par cône. Elle a vu qu'il y avait plus de graines par cône à la limite sud, moins de graines avortées par cône. Et les graines à la limite sud ont tendance à être plus légères, sont plus petites, plus légères que les graines en milieu boréal. Maintenant, on a regardé, souvenez-vous, le taux de germination, donc la viabilité des graines. On a vu effectivement que le taux de germination diminue avec l'âge du cône, mais cette relation-là existe seulement dans le biome boréal. C'est ce qu'on voit ici, la proportion de germination en lien avec l'âge du cône, ici dans le milieu boréal. À la limite sud, il n'y a pas de perte de viabilité des graines avec l'âge du cône. Donc, en résumé, est-ce qu'il y a une adaptation locale aux conditions environnementales à la limite sud du pin gris? Mais notre lien entre l'âge du cône et le sérotinisme indique, ça assure finalement une plus grande variabilité du sérotinisme au sein de chaque individu. Les cônes plus jeunes risquent plus facilement de s'ouvrir et les cônes plus âgés qui finissent par vieillir, en fait, vont avoir tendance à rester bien fermés. Et donc, ça pourrait augmenter la valeur adaptative de chaque individu dans un environnement où le régime de feu est rare et incertain. On observe plus de graines par cône, moins de graines avortées et des graines plus petites, ce qui aurait tendance à optimiser l'exploration du milieu. Souvenons-nous que les peuplements à la marge sud sont en forêt mature, donc c'est pas contrairement suite à un feu de forêt qui aurait brûlé tous les arbres, les microcytes favorables en forêt se font plus rares. Et donc, en ayant plus de graines par cône, moins de graines avortées et notamment des graines plus petites, donc qui peuvent se disséminer plus loin, ben, l'arbre explore les microcytes favorables davantage, ce qui augmente encore une fois la valeur adaptative de l'individu dans un environnement avec un régime de feu rare et incertain.
On observe à la marge sud aucune perte de viabilité des graines avec l'âge du cône. Ça veut dire que nos vieux cônes qui sont devenus périssants obligatoires, qui sont devenus plus sérotineux, lorsqu'ils vont libérer des graines, si jamais ils ont à libérer des graines par le passage d'un feu, eh bien, ces graines-là risquent d'être viables. Et donc, encore une fois, on augmente ici la valeur adaptative de l'individu dans un environnement au régime de feu rare et incertain. Alors, toute cette étude écophysiologique-là suggère effectivement que le pin gris à la marge sud semble bien adapté localement aux conditions environnementales particulières. Si c'est le cas, ça devrait se refléter dans la génétique de ces peuplements-là. Et donc, Muriel travaille sur la génomique des populations du pin gris. Dans un premier temps, elle regarde les processus évolutifs démographiques. Démographique, ça signifie qu'ils n'ont rien à voir avec la sélection naturelle. On veut seulement savoir si cette génétique à la marge sud est particulière. Donc, on veut voir la diversité génétique, le patrimoine génétique, l'endémisme génétique à la marge sud. Est-ce qu'il y a une signature génétique particulière par rapport à ce qu'on trouve dans le milieu boréal? On veut aussi savoir si, on se souvient, des populations périphériques de la marge sud sont plus isolées les unes des autres. Alors, on veut savoir si il existe un flux de gènes, s'il y a des échanges génétiques entre ces peuplements-là périphériques. Puis, dans un troisième temps, on veut savoir aussi si, effectivement, il y a une diversité ou un patrimoine génétique particulier. Quelle est la capacité de migration de ces peuplements-là vers le milieu boréal? Souvenez-vous qu'ils sont séparés, la marge sud est séparée du milieu boréal par le fleuve Saint-Laurent. Donc, est-ce qu'il y a quand même une capacité de migration entre la marge sud et les populations boréales? Donc, et si ce n'est pas le cas, il va falloir réfléchir à des stratégies dans un contexte de changement climatique où les conditions marginales à la limite sud pourraient se généraliser en forêt boréale avec un enfeuillement de la forêt boréale. On s'attend à une diminution du régime de feu, donc comme ce qu'on observe actuellement à la marge sud. Dans un deuxième temps, Muriel va aussi regarder les processus évolutifs adaptatifs, un peu à l'image de ce qu'on a fait, souvenez-vous, pour l'épinette blanche avec le paléoclimat et avec le climat actuel. On peut faire ici des associations génétiques, phénotypes et environnement. Par environnement, on va avoir le régime de feu par les études de Romain, souvenez-vous, qui regardent les charbons de bois, il va nous arriver avec des régimes de feu locaux. Et on a aussi le climat, on connaît le climat. On a le sérotinisme, le degré de sérotinisme par notre étude précédente. Et donc, en génotypant plusieurs individus, on est capable de faire des associations entre la génétique, le phénotype et l'environnement qui souligneront à ce moment-là des processus adaptatifs donc dans nos gènes. Et pour s'assurer que c'est bel et bien adaptatif et non pas de la plasticité phénotypique, il convient de vérifier l'héritabilité de ces traits-là et donc de corroborer les profils génomiques adaptatifs avec des tests de provenance, donc en regardant des arbres qui proviennent de différentes provenances, mais qui ont été plantés ensemble dans un environnement commun pour s'assurer que c'est bien génétique. Alors, voilà le genre de projet ici qu'on fait à la chaire de recherche du Canada en biologie intégrative de la flore nordique. Et je pense que la démonstration montre assez bien c'est quoi qu'est-ce que j'entends ici par biologie intégrative. Donc, on intègre des notions de paléoécologie, d'écologie, écophysiologie, évolution, tout ça dans un contexte, et c'est primordial d'être dans un contexte biogéographique. Et donc, on est à l'interface de toutes ces disciplines-là pour étudier la dynamique éco-évolutive, donc l'interaction entre l'écologie et l'évolution au cours du temps. Je m'en voudrais de ne pas parler dans un webinaire de l'Institut nordique du Québec, de vous parler de la série de projets à la limite nord.
malheureusement, sont moins avancés. Je suis rendu là. On s'est un peu fait couper l'herbe sous le pied aussi par la COVID pour aller dans le nord l'été dernier. Mais si on regarde la limite nord, en fait, ça correspond à la marge froide de l'aire de répartition des espèces où on s'attend à observer, ou disons la capacité de colonisation va être particulièrement importante. Donc, les conditions environnementales deviendront plus favorables, mais est-ce que les arbres pourront suivre la vitesse des changements climatiques? Hein? On en a parlé précédemment. On arrive à la conclusion qu'en fait, on va peut-être avoir des problèmes, mais en fait, notre compréhension de la vitesse de dissémination vient, disons, au niveau de l'espèce. Vous avez compris un peu, peut-être, avec les travaux sur le pin gris, qu'une des présomptions qu'on fait dans l'équipe, c'est qu'il y a quand même des variabilités à l'intérieur de l'espèce qui pourraient permettre, qui est au cœur de la dynamique éco-évolutive. Et donc, cette dynamique-là, associée au processus d'expansion à la marge froide, mieux comprendre ça, va permettre d'évaluer les besoins de mettre en place des stratégies de conservation telles que la migration assistée ou le flux de gènes assisté si la vitesse de migration n'est pas suffisante. Alors, le modèle qu'on emploie ici, le modèle, en fait, c'est lors d'une colonisation, lors d'une expansion d'aire de répartition, en fait, c'est un processus qui se passe de manière, je dirais, itérative. Donc, on a un événement de colonisation qui vient d'un événement de dissémination à longue distance. On a ensuite une densification locale et éventuellement d'autres événements de colonisation à longue distance. Et donc, l'idée ici, c'est que lors d'un événement de colonisation à longue distance, la population qui est fondée et qui va commencer à se densifier, en fait, va être des individus qui sont eux-mêmes issus d'un événement de colonisation à longue distance et donc qui sont des individus qui ont potentiellement cette capacité-là de se disséminer à longue distance. Et à chaque nouvel événement de colonisation comme ça, on a une reproduction entre individus qui est pas aléatoire, en fait, mais qui est bien entre individus qui sont des champions de la dissémination, si on veut. Et donc, ça pourrait créer un emballement de la sélection naturelle pour augmenter de manière nichée, si on veut, la capacité de dissémination à chaque événement de colonisation. Et donc, ça pourrait se refléter dans un gradient de colonisation par des graines de plus en plus légères et avec des ailes d'une plus grande superficie, ce qu'on appelle la charge alaire, le ratio entre la masse et la superficie. Donc, plus la charge alaire est élevée, moins la graine a de capacité de dissémination. Donc, voici le modèle qu'on va étudier. Et on va étudier ce modèle dans différentes marges froides, soit en altitude, donc en passage de la forêt jusqu'à la toundra, et la même chose en latitude, donc passage de forêt à la toundra, donc l'envahissement dans la toundra. Et le modèle biologique qu'on va employer ici, c'est l'épinette blanche, puisque notamment, je vous en ai déjà parlé, on a des outils génomiques qui vont permettre aussi d'étudier si les traits qu'on observe, la charge alaire, tout ça, est héritable génétiquement. Donc, c'est un modèle aussi, l'épinette blanche, où on a des limites forêt-toundra, donc dans certains massifs montagneux, en milieu au sud du Québec, en Gaspésie et en milieu boréal dans les monts Groux, des interfaces forêt-toundra. Et on va regarder également ce patron-là le long d'une limite latitudinale, donc un gradient de 1500 km le long de la route de migration post-glaciaire de l'espèce. Alors, Laura a commencé sa maîtrise à l'été dernier où on n'a pas pu aller à la limite latitudinale et donc on a regardé en Gaspésie et au Mont-Groux. On a procédé à l'échantillonnage et Laura actuellement est en train de faire les analyses et donc on pourra se reparler de tout ça
peut-être une prochaine fois. Alors, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai pris. On approche 11 heures. Donc, merci Guillaume pour cette excellente présentation. Je vous invite de poser vos questions à Guillaume. On a un temps pour quelques-unes. En attendant, c'est un peu loin que tu as parlé aujourd'hui, mais avec la migration des espèces, surtout d'épinettes, il y a des problèmes des prédateurs comme le tordeur de bourgeons d'épinette qui attaquent sapins, baumiers, puis les épinettes. Quand il fait parfois, on ne va pas tuer les larves et tout ça. Est-ce que tu penses que ça va affecter la migration des espèces? Bien, c'est sûr que dans la dynamique de... Là, pour l'instant, on a regardé que disons, à une échelle plus... je dirais plutôt la résultante là, de la migration. C'est sûr que la migration en tant que telle, il y a aussi d'autres facteurs. À chaque fois, il y a les perturbations qui se rajoutent comme facteurs. C'est sûr que pour l'instant, à Tordeuse, il n'y en a pas à Oumillac, mais c'est évident que l'ensemble des perturbations, incluant les perturbations anthropiques comme la coupe forestière, tout ça, jouent aussi dans la dynamique là, naturelle. Parfait. Puis donc, il y a les perturbations, il y a la température, il y a les conditions hydriques aussi avec le dégel de pergélisol. Puis ça va affecter le niveau de couche active puis la stabilité des sols. Est-ce que vous avez des collaborateurs qui étudient ça en même temps ou est-ce que tu penses que ça va affecter l'établissement des espèces dans le Nord? Possiblement, c'est quelque chose à explorer. J'ai pas nécessairement. Pour l'instant, c'est sûr que sur la côte, l'épinette blanche, le niveau hydrique n'est pas changé quand. Oui, je pense pas que ce soit tant mais plus dans les terres, oui. Parce que là, l'épinette blanche sur la côte de la baie du Thon, ou enfin dans ce gradient-là, c'est vraiment très, très côtier. Là. Donc, on n'est pas dans les. Mais potentiellement pour d'autres espèces, oui, épinette noire, mélèze dans les terres. Là, pour l'instant, on regarde plutôt la dynamique globale, je dirais. Dans les cas particuliers, oui, ça peut probablement jouer. Donc, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je ne vois rien dans le chat. Donc, je vais dire merci, Guillaume. Puis, merci à tous nos participants aujourd'hui. Et j'espère que vous nous rejoindrez la semaine prochaine pour quand notre conférencier invité sera Dominique Berthaud, qui est titulaire de la chaire de recherche en biodiversité nordique à UQAR. Donc, merci, bonne semaine. Merci, Guillaume. Merci tout le monde. Au revoir.